deux jeunes amis décidèrent de passer une soirée ensemble, sans se douter que cette nuit allait changer leur vie à jamais. Lorsque la ville s'était endormie, quelque chose d'inattendu se produisit. Un invité non invité troubla la tranquillité de la maison et laissa derrière lui une énigme qui secoua tout le voisinage. Ce qui fut découvert à l'aube fit frémir même les enquêteurs les plus aguerris. Cet incident dépassa rapidement le cadre d'une enquête ordinaire. Les agents fédéraux arrivés sur place furent stupéfaits par l'ampleur et la complexité du cas. Il devint bientôt l'une des histoires les plus discutées et capta l'attention de tout le pays. En 1989, Crystal Sauls naquit dans l'État du Kansas. Elle grandit dans une famille avec des parents aimants et deux sœurs cadettes. Comme c'est souvent le cas entre frères et sœurs, les filles se disputaient fréquemment. Crystal, en tant qu'aînée, s'occupait souvent des plus jeunes lorsque les parents étaient au travail, les petites n'aimant pas toujours que leurs sœurs leur donnent des ordres. Malgré les désaccords, les sœurs restaient comme toujours solidaires dans les moments difficiles. Lorsque Crystal eut 10 ans, la famille décida de déménager dans l'État voisin, dans la petite ville de Del Rio. Lors de l'une de leurs excursions pour choisir une nouvelle maison, les Sauls firent la connaissance de la famille Harris, qui habitait en face de la maison qui leur plaisait. Crystal se lia rapidement d'amitié avec Katie, la fille de 13 ans des Harris, et ne pouvait plus attendre le déménagement pour passer plus de temps avec sa nouvelle amie. Le déménagement était prévu pour la fin de l'année et les parents de Crystal transportaient leurs affaires petit à petit. Il se trouva qu'ils devaient finaliser le déménagement juste après le Nouvel An. Comme leur maison au Kansas était déjà vide, les parents décidèrent que Crystal et sa sœur de 7 ans, Marky, passeraient la nuit du réveillon chez Katie. Crystal était ravie de cette idée et se réjouissait de la fête avec son amie. Crystal et sa sœur célébrèrent le Nouvel An chez Katie avec sa mère et 3 autres enfants de la famille Harris. La soirée se passa à merveille. Les filles regardèrent un film, mangèrent du pop-corn et se préparèrent à dormir. Marky, la sœur cadette de Crystal, voulait rester dans la même chambre qu'elle, mais Crystal insista pour qu'elles dorment séparément. Offensée, Marky mit du temps à s'endormir et en voulut à sa grande sœur. En pleine nuit, Crystal fut soudain réveillée par un bruit fort. Au début, elle ne comprit pas ce qui se passait. Elle et Katie dormaient dans un lit superposé, Crystal en haut, Katie en bas. Pour une raison quelconque, la lumière était allumée. En regardant en bas, Crystal remarqua avec horreur un étranger près du lit inférieur. Figée par la peur, elle ne fit aucun bruit. Ce qui se passa ensuite changea la vie des filles à jamais. L'étranger commit un acte horrible envers Katie tout en la menaçant avec un objet tranchant. Crystal, paralysée par la peur, ne savait pas comment aider son amie, craignant pour sa propre sécurité. Alors que l'étranger se tournait pour partir, il se retourna soudain et remarqua Crystal. Il s'approcha de son lit et la saisit malgré sa résistance. Crystal se retrouva dans une situation dangereuse et subit une blessure. Ensuite, l'étranger éteignit la lumière, quitta la chambre et ferma la porte. Abandonnée dans l'obscurité, Crystal trouva, malgré son état, la force de rejoindre Katie. Son amie émettait de faibles sons, et Crystal essaya de la calmer. Elle voulait lui dire que tout irait bien, mais se rendit compte qu'elle ne pouvait prononcer aucun mot. Bientôt, Katie se tut. Son amie, allongée sur le sol, était confuse et ne savait pas quoi faire. Après un court instant, elle entendit la porte d'une voiture claquer et le véhicule partir. Pensant que le danger était passé, elle se persuada de se lever et d'aller chercher de l'aide pour Katie. Crystal alla d'abord dans la chambre de sa jeune sœur, mais ne put la réveiller à cause de sa voix soudainement disparue. Lorsqu'elle réalisa alors le silence oppressant dans la maison, Crystal pensa avec horreur que quelque chose de terrible avait pu arriver aux autres membres de la famille Harris. Finalement,
Cristal, vêtue seulement d'une chemise de nuit et grièvement blessée, se précipita dehors pour chercher de l'aide. Malgré la nuit froide de fin décembre, elle savait qu'elle devait sauver son amie. Dehors, Cristal remarqua une lumière au loin. La maison des Harris se trouvait en périphérie de la ville, et les voisins les plus proches étaient à environ 1 kilomètre. Consciente qu'elle n'avait pas d'autre choix, Cristal se dirigea vers cette lumière. Lorsqu'elle atteignit la maison voisine, elle commença à frapper à la porte. Le propriétaire demanda d'abord qui était là, mais Cristal ne put répondre. Finalement, il ouvrit la porte et, en voyant l'état de Cristal, appela immédiatement une ambulance. En attendant les secours, Cristal demanda à l'homme, par des gestes, un stylo et du papier. Elle écrivit à propos de l'attaque sur la famille Harris et demanda d'accélérer l'arrivée de l'ambulance. Elle demanda également « Vais-je survivre ?» L'homme la rassura en lui disant que tout irait bien qu'il n'y crût pas lui-même en voyant la gravité de sa situation. Finalement, l'ambulance arriva et emmena Cristal à l'hôpital. L'état de la jeune femme inquiétait grandement les médecins. Ils n'étaient pas sûrs qu'elle se remettrait de cet incident. À ce moment-là, les enquêteurs arrivèrent à la maison de la famille Harris. Dans la chambre de Katie, ils découvrirent qu'il s'était passé quelque chose d'irréversible. Les autres membres de la famille, cependant, étaient indemnes. La mère et les autres enfants ne se réveillèrent qu'à l'arrivée des agents, tout comme Marquis. La jeune fille ouvrit les yeux et vit une femme inconnue dans sa chambre, qui lui demanda de se lever et de la suivre. En entrant dans le couloir, Marquis remarqua des traces de l'incident sur le sol et comprit que quelque chose de terrible s'était produit. Les experts médicaux conclurent rapidement que Katie n'avait aucune chance. Outre la blessure au niveau du cou, ils trouvèrent 16 autres traces d'un objet tranchant. Pendant ce temps, les médecins luttaient pour sauver la vie de Cristal. Ils devaient d'urgence la transférer en hélicoptère dans un autre hôpital, mais avaient besoin du consentement des parents pour cela. Au petit matin, ils contactèrent sa mère. La femme, choquée, donna son accord et se précipita immédiatement à l'hôpital de San Antonio. Dès son arrivée, Cristal fut opérée et placée sous respiration artificielle. Elle reprit conscience après quelques heures, et à ce moment-là, sa mère était déjà à ses côtés. Lorsqu'elle se réveilla, la jeune femme constata qu'elle pouvait à nouveau parler et demanda immédiatement des nouvelles de Katie. Sa mère hésita, ne voulant pas lui annoncer la triste nouvelle et craignant pour l'état de sa fille. Finalement, elle dut lui dire la vérité. Lorsque Cristal apprit le triste sort de son amie, elle souhaitait vivement que la police trouve rapidement cette personne. Les enquêteurs, attendant que Cristal puisse rapporter les événements, ont invité un dessinateur pour créer un portrait robot du suspect selon sa description. Cristal décrivit un homme aux longs cheveux noirs et à la barbe épaisse, qui couvrait la majeure partie de son visage, ainsi que ses yeux noirs et malveillants. En voyant le dessin achevé, elle confirma qu'il ressemblait beaucoup à la personne. Les policiers commencèrent alors à examiner les photos des criminels connus de leur base de données vivant dans la région. Ils retournèrent à l'hôpital avec une sélection de photos pour Cristal. Cristal examina chaque photo attentivement jusqu'à ce qu'elle s'arrête sur une et pointa silencieusement du doigt. C'était exactement la personne qu'elle avait vue cette nuit-là. Il s'avéra que c'était Tommy Lynn Sells, âgé de 35 ans, qui avait un passé criminel sérieux et vivait à Del Rio. Les enquêteurs se dirigèrent immédiatement vers sa maison. À leur arrivée à la porte de la caravane, ils appelèrent Tommy, mais n'obtinrent aucune réponse. Ils remarquèrent que la porte était entr'ouverte et entrèrent. Ils trouvèrent l'homme dans la pièce et il dit calmement « Je suis content d'être enfin attrapé. J'en avais assez. » Lorsque Tommy fut arrêté, il ne demanda même pas pourquoi. Lors du premier interrogatoire, il raconta tout.
Cette nuit-là, il avait pénétré dans la maison par une fenêtre ouverte et avait fouillé toutes les chambres. Tommy énuméra aux policiers les personnes qu'il avait vues dormir, mais il choisit Katie. Il connaissait cette famille et avait longtemps eu des vues sur Katie. Tommy s'approcha de Katie et tenta, mais elle se débattit et appela à l'aide. Il la saisit rapidement, lui couvrit la bouche et commit un acte dangereux. Apparemment, seul Crystal entendit son cri. Les autres ne se réveillèrent pas. Tommy voulut partir, mais il remarqua Crystal et blessa son cou, quitta la maison et s'en alla, croyant avoir infligé une blessure irréparable à la deuxième jeune femme aussi. L'homme accepta d'aller avec les policiers à la maison des Harris pour montrer comment tout s'était passé. Il raconta avec un sourire, et aux enquêteurs, il semblait que Tommy était fier de ses actes. Les policiers savaient que ce n'était pas sa première infraction. Auparavant, il avait été arrêté pour des délits mineurs, vol, bagarre, conduite en état d'ivresse. Une fois, il avait commis un acte illégal envers une femme pour lequel il avait été condamné à 4 ans de prison. Cependant, les enquêteurs soupçonnaient que Tommy pourrait être impliqué dans d'autres incidents graves. La manière dont il s'était infiltré et avait quitté l'appartement sans déranger personne sauf Crystal laissait les enquêteurs supposer qu'il pourrait avoir de l'expérience dans de telles actions. Avant de pouvoir approfondir ce soupçon, Tommy les surprit inopinément. Sur le chemin du retour de la maison des Harris, dans la voiture de service, il dit soudain « Peut-être voulez-vous aussi entendre parler des autres cas ?» Cette phrase fut le début de longues discussions qui s'étendirent sur plusieurs mois. Tommy commença par raconter sa difficile enfance dans une famille nombreuse sans père, où la mère était dépassée par l'éducation. À un jeune âge, lui et sa sœur jumelle furent diagnostiqués avec une maladie grave. La sœur ne survécut pas, mais Tommy resta en vie. Dès son plus jeune âge, Tommy mena une vie problématique. Il consommait de l'alcool dès l'âge de 7 ans, séchait l'école et commettait des petits vols. À l'âge de 8 ans, il fit des expériences traumatisantes avec un voisin qui durèrent un certain temps. Le comportement de Tommy devint agressif et étrange. À 10 ans, il y eut un incident avec sa mère après lequel la famille déménagea et le laissa seul. Par la suite, Tommy continua de mener une vie asociale, commettant des petits crimes et survivant grâce à des vols. Il raconta qu'à 15 ans, il était entré dans la maison d'un inconnu et avait fait quelque chose d'irréversible. Ce cas resta non résolu, mais dans les dossiers, une personne ressemblant à Tommy fut mentionnée, vue par des témoins dans les environs. Par la suite, Tommy voyagea à travers le pays, séjournant dans différents États. Durant plusieurs mois de conversation avec les enquêteurs, il avoua plus de 70 cas de fin de vie. Les enquêteurs vérifièrent chacune de ces histoires, mais réalisèrent rapidement que Tommy pourrait grandement exagérer le nombre de ses actes. L'histoire de Tommy souleva de nombreuses questions chez les forces de l'ordre. Dans de nombreux cas, il ne pouvait pas confirmer sa participation aux incidents dont il parlait. Parfois, il trouvait également des faits qui contredisaient ses déclarations. Cela conduisit les enquêteurs à penser que Tommy pourrait prendre sur lui les actes d'autres personnes. Les motifs d'un tel comportement semblaient évidents. Il semblait que Tommy appréciait l'attention qu'il recevait après son arrestation. Toutes les conversations avec lui se déroulaient en présence d'un journaliste qui rapportait ses récits dans la presse. Tommy lui-même semblait fier de ses histoires et les racontait avec plaisir évident. Les enquêteurs conclurent qu'il était prêt à avouer n'importe quel événement juste pour rester sous les projecteurs. Cela concernait cependant seulement une partie de ses aveux. Dans 22 cas, la police réussit à confirmer ses déclarations. Suite à ces déclarations, ils étaient convaincus que c'était réellement Tommy derrière ces incidents. Il y avait également de nombreux cas litigieux où les enquêteurs ne pouvaient pas confirmer avec certitude sa participation. Ainsi, la police était convaincue de l'implication de Tommy dans au moins 22 cas,
mais n'avait, à part ses propres mots, aucune preuve solide pour porter une accusation officielle. Les enquêteurs soupçonnaient que cette personne pourrait être impliquée dans une série d'autres incidents mystérieux. Dans ces cas, ils ne pouvaient même pas théoriquement prouver son lien avec eux. Avec le temps, ils commencèrent même à penser que Tommy ne se souvenait peut-être pas de toutes ses actions illégales. Le fait était qu'il abusait constamment de l'alcool et consommait également des substances interdites puissantes. Par conséquent, il pourrait simplement ne pas se souvenir de certains de ses actes ou mélanger certains détails, créant ainsi de la confusion dans les faits. Au cours de l'année 1999, l'homme a avoué sa participation à 5 incidents graves, y compris l'incident avec Kathy Harris et l'attaque sur Crystal. 3 des victimes étaient mineures. En raison du manque de preuves concluantes, les enquêteurs n'ont pu traduire Tommy en justice que pour 2 épisodes, l'incident avec Kathy et l'attaque sur Crystal. Le procès a commencé au milieu de l'année 2000, 6 mois après l'arrestation de Tommy. L'accusation a annoncé qu'elle chercherait la peine la plus sévère. Crystal, qui s'était déjà remise de ses expériences à ce moment-là, attendait avec impatience de pouvoir témoigner au tribunal. Quand ce moment est arrivé, Tommy a demandé à quitter la salle, mais Crystal a insisté pour qu'il reste. Elle a décrit en détail les événements de cette nuit-là, sans quitter l'accusé des yeux. Tommy évitait de la regarder et tournait constamment la tête. La défense n'a pas réussi à présenter des arguments convaincants contre une sentence sévère. Et finalement, le tribunal a imposé la peine la plus lourde à Tommy. Il a été transféré dans un établissement spécial pour attendre l'exécution de la sentence, ce qui a pris de nombreuses années. Pendant ce temps, Tommy a avoué un autre crime grave, et les enquêteurs ont tenté de prouver sa participation à un autre incident. Ils espéraient pouvoir rassembler suffisamment de preuves, mais l'affaire n'a jamais été portée devant les tribunaux. Tommy a donné une interview à une chaîne de télévision où il a partagé ses pensées sur ses actes et ses motivations. Il racontait qu'à chaque infraction, il imaginait se venger d'un voisin qui lui avait causé de la douleur dans son enfance. L'homme affirmait ne pas ressentir de remords, croyant ainsi libérer les âmes de ceux qu'il rencontrait sur son chemin. Le journaliste lui a demandé s'il se souvenait de Crystal, la jeune femme qui avait réussi à échapper à son attaque. Il a répondu qu'il pensait à elle tous les jours, mais refusait de lui transmettre des messages ou des excuses. Après 14 années de prison, en 2014, la décision de la peine maximale pour Tommy a été prise. Les proches de Katie et d'autres victimes étaient à présent pour l'exécution. Crystal était également là, observant la scène. Avant l'exécution de la sentence, Tommy a renoncé à ses derniers mots et a simplement souri à quelques amis venus le soutenir. Les événements de cette nuit ont laissé des traces profondes dans la vie de Crystal. Pendant de nombreuses années, elle n'a pas pu retrouver son rythme de vie habituel. Les nuits étaient particulièrement difficiles pour elle. Elle restait éveillée pendant des heures, élaborant des plans au cas où quelqu'un pénétrerait dans sa chambre sans y être invité. Dans sa tête, elle jouait différents scénarios et réfléchissait à chaque étape qui pourrait l'aider à se protéger des dangers. Intéressamment, les relations de Crystal avec ses sœurs se sont améliorées après cet incident. Elles ont cessé de lui reprocher sa dominance excessive lorsqu'elles ont réalisé que cela venait seulement de son souci pour elle. Les sœurs ont commencé à mieux comprendre les motivations derrière les actions de Crystal. L'histoire de Tommy a pris un tournant inattendu des années après sa condamnation. En 2015, une femme s'est adressée à la police après avoir vu un documentaire sur ses actes. Elle a rapporté qu'en 1982, une attaque avait eu lieu contre sa famille, au cours de laquelle elle et sa sœur avaient été blessées et leur mère n'avait pas survécu. À l'époque, la jeune femme avait identifié Rodney Lincoln comme l'agresseur et il avait été emprisonné en conséquence. Cependant, après avoir vu le film sur Tommy,
la femme a réalisé avec horreur qu'elle avait identifié le mauvais homme et que le véritable coupable était effectivement Tommy Sells. Après un réexamen du cas, il s'est avéré que Rodney était effectivement innocent de ce tragique incident. La jeune Christine est rentrée de l'école et est restée sans surveillance pendant un court moment. Quand les parents sont rentrés à la maison, ils ont constaté que leur fille était introuvable. De vastes opérations de recherche, impliquant les forces de l'ordre et la communauté locale, ont été menées pendant plusieurs semaines, mais sans succès. Il semble que Christine se soit simplement évaporée dans les airs. Dans la tranquille ville canadienne de Kingsville, située au bord d'un lac pittoresque, Christine Jessop est née le 29 novembre 1974. Ce coin paisible, comptant environ 600 habitants, était réputé pour sa sécurité et ses relations de voisinage. Christine a grandi en étant une personne joyeuse. Elle aimait faire du vélo, jouer au baseball avec ses amis et passer du temps dans la nature. Son amour pour le baseball lui a été transmis par son frère aîné. Christine avait une attirance particulière pour les animaux. Un jour, une chauve-souris est entrée dans sa chambre et contrairement à ses proches effrayés, Christine voulait garder l'invité inattendu. Le 3 octobre 1984, alors que Christine avait 9 ans, a commencé comme un jour ordinaire. Elle est allée à l'école et savait qu'après les cours, elle serait seule à la maison pendant un certain temps, tandis que sa mère emmenait son frère chez le médecin. Les parents ne s'inquiétaient pas, car Christine était très autonome pour son âge. Après l'école, Christine avait prévu de rencontrer une amie. Le bus scolaire l'a déposée près de chez elle. Quand il fut l'heure du rendez-vous, son amie l'attendait au parc, mais Christine n'est jamais apparue. Quand la mère de Christine est rentrée chez elle, elle a remarqué quelques étrangetés. Le vélo de sa fille était posé devant la maison avec la béquille tordue. C'était très étrange, car Christine était toujours très soigneuse avec ses affaires, et encore plus avec son vélo préféré. La veste de Christine était accrochée à un crochet haut dans le couloir. Il était évident que Christine était rentrée chez elle après l'école. Son sac à dos était dans sa chambre, et le courrier avait été apporté à l'intérieur de la maison. Au début, la mère ne s'inquiétait pas trop, mais quand la nuit est tombée et que Christine n'était toujours pas rentrée, l'inquiétude grandit. D'habitude, Christine informait toujours de ses projets. Ce jour-là, qui avait commencé si ordinairement dans la petite ville tranquille, marqua le début d'événements mystérieux qui secouèrent non seulement Kingsville, mais tout le Canada. Inquiète, la mère de Christine a commencé à appeler des connaissances, dans l'espoir de découvrir où se trouvait sa fille. Malheureusement, personne n'avait vu Christine après l'école. Son amie a mentionné une rencontre annulée au parc. En comprenant la gravité de la situation, la mère et le fils sont partis à sa recherche. Malgré la petite taille de la ville, ils n'ont pas pu trouver Christine dans ses endroits préférés. Le soir, voyant que Christine n'était toujours pas revenue, la mère a décidé d'appeler la police. Bien que de tels cas ne soient pas rares pour les forces de l'ordre local, les personnes disparues étaient généralement retrouvées rapidement. La police a organisé une opération de recherche avec l'aide des habitants de la ville. Il s'est avéré que Christine avait été dans un magasin entre sa maison et le parc, où elle avait acheté du chewing-gum. Son trajet ultérieur est resté inconnu. En raison de l'absence de caméras de surveillance, il n'a pas été possible de déterminer l'heure exacte de l'incident, mais il est supposé que cela s'est produit peu après son retour de l'école. La recherche a continué sans succès jusqu'à la nuit. Le lendemain, plus de personnes ont rejoint la recherche. Divers rapports ont été reçus par la police, mais ils n'ont été d'aucune utilité. Il s'agissait principalement d'observations vagues de passants. Après quelques jours, la police a commencé à envisager la possibilité d'une disparition involontaire.
Il semblait incroyable que Christine ait pu passer inaperçue alors que toute la ville était au courant de sa disparition. La mère de Christine était convaincue que sa fille ne serait pas partie de son plein gré. Malgré tous les efforts, la police n'a trouvé aucun indice significatif. L'enquête à la maison de Christine a été menée de manière non professionnelle. Certains objets n'ont été examinés qu'en surface, sans relever d'empreintes digitales. De plus, avant l'arrivée de la police, de nombreux voisins et amis de la famille étaient paume passés à la maison, ce qui aurait pu compromettre la préservation de preuves potentielles. Il est important de noter que le père de Christine se trouvait dans une situation difficile au moment de sa disparition. Il purgeait une courte peine pour une infraction mineure. Ce jour fatidique, la mère et le frère de Christine lui ont rendu visite après un rendez-vous chez le médecin. Lorsqu'il est devenu clair que quelque chose de grave était arrivé à Christine, le père a été libéré pour soutenir la famille. Il a immédiatement participé aux recherches. La recherche a continué pendant plusieurs semaines, mais sans succès. Ni Christine, ni aucun indice n'ont été trouvés. La zone de recherche a progressivement été étendue aux nombreux champs et forêts autour de la ville, mais cela n'a donné aucun résultat. Cela a duré 3 mois, jusqu'au 31 décembre. Alors que tout le monde se préparait pour la fête du Nouvel An, la famille de Christine n'avait rien à célébrer. Le 31 décembre, un habitant de la ville de Sunderland, située à 56 km de Queensville, part à la recherche de son chien perdu. En traversant une zone boisée déserte derrière sa maison, il remarque quelque chose qui ressemble à un petit tas de déchets. En s'approchant, l'homme découvre avec horreur des traces non identifiables. Il rentre immédiatement chez lui et signale sa découverte à la police. Les officiers arrivés sur les lieux ont pu rapidement procéder à une identification malgré les circonstances difficiles. À côté des restes se trouvait un petit magnétophone portant le nom de Christine Jessop, le même que Christine avait reçu à l'école le jour de sa disparition. Les policiers ont également prêté attention à l'état des vêtements. Une partie des vêtements, y compris les sous-vêtements, se trouvait à proximité, tandis que les vêtements extérieurs restaient en place. L'affaire est passée à une nouvelle catégorie, plus grave. L'examen médical a révélé de multiples blessures qui étaient probablement la cause de la tragédie. Les experts ont également trouvé des traces d'agression et du matériel biologique étranger sur les vêtements. Cependant, les capacités d'analyse ADN étaient limitées à l'époque, ce qui compliquait la recherche du coupable. Les enquêteurs soupçonnent que les événements tragiques se sont déroulés dans un autre endroit, après quoi le coupable a emmené Christine à l'endroit où elle a été retrouvée. Les enquêteurs se demandaient là pourquoi l'objet de leur intérêt avait parcouru près de 60 km et laissé des traces de ses actions près d'une autre localité, alors que des champs et des forêts sans fin entouraient Queensville. Ils ont soupçonné que cette personne pouvait avoir un lien avec Sunderland et avait choisi cet endroit en raison de sa bonne connaissance du terrain. Cependant, ils étaient presque sûrs que la personne recherchée vivait à Queensville et connaissait Christine, car les circonstances indiquaient la possibilité d'un contact volontaire entre Christine et cette personne. Les enquêteurs se sont adressés à plusieurs reprises aux parents de Christine avec des questions sur les suspects potentiels. Cependant, la mère de Christine répondait toujours qu'elle ne se souvenait de personne de suspect. La police a interrogé presque tous les habitants de la ville et examiné plusieurs personnes ayant un passé criminel ou apparaissant dans de nombreux rapports, mais ils n'ont pas pu les relier à l'incident. La situation a changé le 14 février, lorsque les enquêteurs sont revenus pour parler à la mère de Christine. Cette fois, la femme s'est souvenue de quelque chose d'étrange. La famille respectée des Morin vivait dans le quartier. Le chef de famille possédait une petite entreprise et était connu pour ses compétences en réparation. Il avait 6 enfants adultes qui aidaient dans l'entreprise familiale. L'attention s'est portée sur Paul Morins, 25 ans, qui vivait avec ses parents.
La mère de Christine a remarqué que Paul ne participait pas aux recherches de Christine, alors que presque tous les habitants de la ville s'étaient joints à celle-ci. Il n'était pas non plus présent à la cérémonie d'adieu de Christine, à laquelle des centaines de personnes ont assisté. La femme a ajouté que Paul était réservé, avait peu d'amis et, contrairement à ses proches, se tenait à l'écart des autres. L'intérêt des enquêteurs a été suscité par la passion de Paul pour le clarinette, car Christine avait un magnétophone au moment de sa disparition. Ils ont soupçonné que Paul pourrait avoir utilisé le thème de la musique pour établir un contact avec Christine. De plus, Christine devait le connaître, car il avait vécu dans le quartier toute sa vie. Ces informations ont donné un nouveau tournant à l'enquête et ont poussé les enquêteurs à examiner de plus près le rôle de Paul Morins dans les événements mystérieux liés à la disparition de Christine Jessop. Les enquêteurs ont décidé de lui parler et ont demandé quel était son lien avec Christine. Paul a affirmé que leur contact était minime, sauf une fois où il l'avait aidé à attraper son chien qui s'était enfui. Lorsqu'on lui a demandé où il se trouvait ce jour-là, Paul a dit qu'il avait travaillé jusqu'à 15h32 à 57 km de la ville, puis qu'il était allé faire des courses, qu'il avait fait le plein d'essence et qu'il était rentré chez lui vers 5h de l'après-midi. Son commentaire sur Christine, qu'il a décrite comme une enfant normale et gentille, avec l'ajout étrange, mais parfois elles deviennent corrompues, a éveillé les soupçons de la police. La vérification de l'alibi de Paul a révélé que son service s'était en effet terminé à 15h32, ce qui rendait physiquement impossible sa présence chez Christine avant son retour. Les proches ont confirmé son retour à la maison vers 5h de l'après-midi. Néanmoins, les enquêteurs ont envisagé la possibilité d'inexactitude dans les déclarations ou d'une dissimulation délibérée. Lors de l'examen de la voiture de Paul, des fibres semblables au tissu du pull de Christine ont été trouvées. Les experts ont également soupçonné une similitude entre les cheveux trouvés et ceux de Paul, bien qu'il n'ait pas été possible de confirmer à 100% en raison des possibilités d'analyse limitées à l'époque. Un profileur du FBI a dressé un profil approximatif du suspect, un homme âgé de 19 à 26 ans de Queensville, possédant peut-être un casier judiciaire pour des délits mineurs. Bien que Paul ne corresponde pas totalement à cette description, la police était convaincue de son implication et l'a arrêté le 22 avril. Le principal problème pour l'accusation était les déclarations de la mère de Christine concernant l'heure de son retour à la maison, 16h10, ce qui ne correspondait pas à la version de l'implication de Paul. Les enquêteurs ont tenté de convaincre la femme de possibles inexactitudes dans ses souvenirs et elle a finalement admis qu'elle aurait pu se tromper sur l'heure. Lors du procès, l'accusation a tenté de dépeindre Paul comme un solitaire étrange qui inquiétait les voisins. Ils ont souligné que le suspect avait amplement le temps de commettre le crime, car la mère de Christine est rentrée chez elle plus tard que prévu initialement. Un psychologue engagé par le ministère public a suggéré que les proches de Paul, qui confirmèrent son alibi, pourraient le couvrir. Un moment clé a été le témoignage d'un enquêteur sous couverture qui a été placé dans la même cellule que Paul. Selon lui, Paul a mentionné des détails de l'incident, bien que ces informations aient déjà été publiées dans la presse. Paul a également parlé de son film préféré, The Shining, et en a cité des passages. Malgré les protestations d'innocence de Paul, ces témoignages ont considérablement influencé le déroulement du procès. Cependant, malgré les efforts de l'accusation pour peindre un tableau négatif de Paul, les preuves douteuses sont restées le principal facteur que les jurés n'ont pas jugé suffisant pour rendre un verdict de culpabilité. Paul a été déclaré non coupable et libéré dans la salle d'audience. L'accusation a annoncé son intention de faire appel. La famille de Christine était dévastée, car ils devaient maintenant vivre à côté de quelqu'un qui était soupçonné d'être lié à la disparition de leur fille. Les habitants de la ville étaient également mécontents du verdict.
ce qui a conduit à une atmosphère tendue autour de la maison de Paul. L'accusation a obtenu un nouveau procès en soulignant des ambiguïtés dans les instructions données au jury lors du premier procès. Lors de la préparation du deuxième procès, des faits intéressants ont émergé. Certaines preuves clés avaient disparu, y compris des matériaux d'enquête et des objets trouvés sur les lieux du crime. Lors du nouveau procès, l'accusation a présenté la théorie selon laquelle Paul aurait pu attirer l'attention de Christine avec de la musique et l'attirer dans sa voiture. Cette version est devenue la base de la nouvelle accusation, malgré l'absence de preuves directes. Malgré des preuves fragiles, le jury rend son verdict à l'unanimité en juillet 1992. Ils reconnaissent que Paul a été impliqué dans l'incident. L'homme est condamné à une longue peine de prison. Cependant, après la deuxième audience, l'opinion publique change radicalement. Alors que les médias décrivaient initialement Paul comme un suspect solitaire, il parle maintenant, après avoir appris les nombreuses erreurs d'enquête, de l'innocence possible de Paul et de l'amateurisme des enquêteurs. Dans ce contexte, un groupe d'activistes se réunit pour contester la décision judiciaire. Sous la pression publique, l'avocat de Paul fait appel et il est décidé de libérer l'homme sous caution. C'est un cas rare, mais la large résonance permet à Paul de rentrer chez lui. Cependant, il y a des difficultés. La caution s'élève à environ un demi-million de dollars et les parents de Paul doivent hypothéquer leur maison. L'avocat de Paul demande une analyse ADN des preuves. Auparavant, la technologie ne permettait pas une analyse précise. Mais maintenant, au milieu des années 90, de nouvelles possibilités existent. Le résultat montre clairement que l'échantillon n'appartient pas à Paul. Cette nouvelle déclenche une vague d'indignation dans la société. L'homme passe 1 an et demi derrière les barreaux, participe à plusieurs années de procès, et sa vie est détruite par les actions des policiers qui ont tenté d'adapter les preuves à un suspect préalablement sélectionné. En janvier 1995, 10 ans après l'incident avec Christine, toutes les accusations contre Paul sont abandonnées. Par la suite, il poursuit avec succès les autorités pour un montant d'1 200 000 $ et certains des enquêteurs se retrouvent eux-mêmes sur le banc des accusés. De plus, cette affaire entraîne des changements significatifs dans le système judiciaire canadien. L'enquête sur l'incident avec Christine est rouverte avec la formation d'un nouveau groupe d'enquêteurs. Avec l'échantillon ADN, ils se concentrent sur la collecte d'échantillons génétiques de suspects potentiels. Des centaines d'hommes sont examinés, mais tous se révèlent non impliqués. Depuis lors, peu de progrès ont été réalisés dans l'affaire. Elle est transmise à la division des affaires non résolues et est régulièrement réexaminée, mais aucune nouvelle piste n'émerge. Le principal problème est que la première équipe d'enquêteurs a non seulement perdu une partie des preuves, mais n'a pas non plus mené une enquête adéquate en se concentrant uniquement sur Paul et en ignorant d'autres hypothèses. L'affaire Christine Jessop continue d'attirer l'attention des médias canadiens. Après une publication dans une grande revue, les journalistes reçoivent plusieurs indices fascinants. Il y a plusieurs suspects, dont un homme dont le père aurait avoué le crime avant de quitter la maison, et d'autres personnes de réputation douteuse à Queensville. Bien que ces informations soient transmises à la police, elles ne mènent pas à une percée dans l'enquête. En 2019, 35 ans après l'incident, l'affaire est rouverte avec la nomination d'un nouvel enquêteur. Avec la seule pièce de preuve, un échantillon d'ADN, l'enquêteur décide d'appliquer une méthode innovante de généalogie génétique. Pour cela, il a dû faire appel à une entreprise américaine, car ses services ne sont pas disponibles au Canada. Les experts commencent à rechercher des parents dans des bases de données ADN accessibles au public. Ils découvrent quelques parents éloignés et réduisent le cercle de recherche à environ 400 personnes, grâce à la comparaison des données. L'enquêteur fait appel à un collègue
un spécialiste de l'ADN, pour reconstruire les arbres généalogiques. Le travail s'est mené de manière confidentielle pour éviter des conclusions hâtives. Après 8 mois de travail minutieux, les chercheurs se concentrent sur un arbre généalogique qui commence par une personne née en 1804 et arrivée au Canada en 1850. Après avoir examiné des centaines de ses descendants, en octobre 2020, ils tombent sur une famille particulière et identifient le suspect le plus probable, Calvin Hoover. À la surprise de l'enquêteur, Hoover s'avère être un ami proche de la famille Jessop. Au moment de la disparition de Christine, il avait 28 ans et vivait avec sa femme et ses enfants à Queensville. Les parents de Christine étaient amis avec sa famille depuis longtemps et avaient même indiqué Hoover comme personne à contacter en cas d'urgence. Il s'avère que la mère de Christine, quelques jours avant l'incident, avait mentionné dans une conversation avec la femme de Hoover qu'elle prévoyait de laisser sa fille seule à la maison un jour précis. Christine connaissait bien Hoover et aurait pu le suivre ou monter dans sa voiture sans hésiter, car elle avait confiance en l'ami de la famille. Ces découvertes marquent un tournant dans l'enquête et révèlent des liens et des circonstances inattendues qui sont restées inaperçues pendant des années. En examinant les dossiers du cas, l'enquêteur a remarqué que, malgré sa relation étroite avec la famille, Hoover n'avait pas été mentionné. Il s'est avéré que la police n'avait interrogé que sa femme à l'époque. Elle a déclaré qu'elle n'était pas à la maison le jour de la disparition de Christine et a ajouté que son mari était resté avec les enfants. Étonnamment, les agents n'ont pas parlé directement à Hoover et ont pris la déclaration de sa femme comme une explication suffisante. Cette information a amené l'enquêteur à penser que Hoover pourrait être impliqué dans l'incident. Cependant, il y avait un obstacle. En 2015, Hoover a eu de graves problèmes de santé et n'est plus parmi nous. Pour vérifier la théorie, il fallait du matériel biologique, mais il semblait impossible de l'obtenir. À la surprise générale, il s'est avéré que les médecins qui avaient examiné Hoover avaient conservé des échantillons. L'analyse en laboratoire a révélé un résultat choquant, une correspondance complète avec le profil de l'agresseur. Les parents de Christine ont été dévastés par cette révélation. Pendant toutes ces années, ils n'ont jamais imaginé que quelqu'un en qui ils avaient confiance pourrait être impliqué dans la disparition de leur fille. Ils étaient attristés que Hoover ait vécu sa vie sans être tenu responsable de ses actes. La propre famille de Hoover a également été choquée d'apprendre son implication dans cette affaire. Sa femme a avoué qu'elle n'avait jamais soupçonné son mari. Paul, qui avait été accusé dans cette affaire auparavant, a partagé ses pensées avec les journalistes. Il a dit que la révélation de la vérité changeait peu de choses dans sa vie. Après avoir passé des années en prison et devant les tribunaux, les gens continuaient à le regarder avec méfiance, même après que les accusations aient été abandonnées. Paul a admis qu'il vivait dans une peur constante et que cette affaire avait non seulement détruit la vie de Christine, mais aussi la sienne. Par un jour ensoleillé, le 4e juin 2009, le dispatcher de la police de Cobham dans le comté de Surrey a reçu un appel alarmant. La propriétaire d'une maison de l'avenue Hamilton, qu'elle louait depuis de nombreuses années, a signalé une découverte étrange. Lorsqu'elle est venue nettoyer après le départ des locataires, elle a trouvé dans la cour arrière un conteneur à ordures inhabituellement lourd que le service des ordures refusait de prendre. La propriétaire curieuse a décidé de vérifier le contenu. Lorsqu'elle a ouvert le couvercle, elle a senti une odeur désagréable et a vu quelque chose qui ressemblait à un membre humain. Les agents de l'ordre arrivés ont mené une première enquête. À l'intérieur se trouvait une femme dans un état extrêmement inhabituel. Elle portait peu de vêtements, ses yeux étaient couverts par un masque de sommeil et elle était enveloppée dans du plastique et placée dans un sac de couchage. Les enquêteurs ont minutieusement examiné l'extérieur du conteneur à la recherche d'indices. Après avoir terminé toutes les procédures nécessaires sur place, la découverte a été transportée pour une enquête plus approfondie.
La fouille de la maison est restée infructueuse en raison du nettoyage récent effectué. Cependant, dans la remise du jardin, on a découvert un matelas avec une grande tache de couleur. Les experts ont supposé que cela pourrait être une tentative de cacher quelque chose. Lors de l'inspection de la remise, un morceau de plastique avec des traces suspectes a été découvert. Tous les objets trouvés ont été envoyés pour une analyse approfondie aux experts. Pendant ce temps, les enquêteurs ont tenté de comprendre l'histoire de la maison. Qui y avait vécu? Combien de temps? Et où ces personnes avaient ensuite disparu? Ils ont également essayé de déterminer si la personne trouvée avait un lien avec cet endroit. Un masque de sommeil a été trouvé sur la tête de la victime. En raison de l'exposition prolongée à des facteurs extérieurs, il était en mauvais état, ce qui compliquait la recherche d'indices importants. On a remarqué que le masque était endommagé sur le côté gauche. Il fallait établir quand et comment cela s'était produit. Les experts ont prélevé les échantillons nécessaires pour l'analyse. Pour identifier la femme, les données obtenues devaient être comparées aux informations sur les anciens résidents. La propriétaire de la maison a informé que quelques années auparavant, une certaine Mélanie Wallner y avait vécu. En comparant les dossiers médicaux de Mélanie aux résultats de l'enquête, il s'est avéré que la femme trouvée était effectivement Mélanie. À la surprise des policiers, la propriétaire de la maison a déclaré que cela n'était pas possible. Selon elle, Mélanie était décédée il y a 3 ans de problèmes vasculaires cérébraux. Cependant, personne ne connaissait les circonstances exactes de sa mort, et ce fait n'avait jamais été officiellement confirmé. L'examen médical n'a montré aucun signe de cause naturelle de la mort de Mélanie, y compris l'anévrisme cérébral supposé. L'examen a révélé une blessure sur le côté gauche du visage, juste sous l'œil, affectant à la fois les tissus mous et les os. Des dommages importants à l'intégrité du crâne ont également été découverts dans cette zone. Les experts ont supposé que cela pourrait avoir été le facteur décisif dans le destin de Mélanie. Selon le médecin, une personne dans un tel état perd sa vitalité en 30 minutes sans aide immédiate. Les autorités judiciaires ont contacté les proches de Mélanie en Afrique du Sud pour les informer de la découverte inattendue dans un conteneur à ordures. Cette nouvelle a été un véritable choc pour la famille. Ils étaient convaincus que Mélanie était décédée il y a 3 ans. De plus, son mari Peter leur avait même apporté une urne contenant prétendument ses cendres. Apprenant que leur fille n'était pas partie de manière naturelle, les proches ont été profondément bouleversés, ayant déjà vécu 3 ans de deuil. Dans l'espoir d'aider les enquêteurs, la famille de Mélanie leur a remis ses documents personnels. Pour les enquêteurs, il était extrêmement important de comprendre qui était Mélanie, comment elle vivait, ce qu'elle avait vécu et à quoi elle était habituée. L'histoire de Mélanie Wallner a commencé en Afrique du Sud, où elle est née. À la recherche de nouvelles opportunités, une jeune femme est arrivée en Grande-Bretagne en 1996. Les connaissances la décrivaient comme une personne joviale et sociable. Après son déménagement, elle commençait à travailler dans le secteur des services de la Chambre des communes et a ensuite trouvé un poste plus attrayant à l'hôtel Mara dans le Regent's Park. Là, elle a croisé la route d'un cuisinier, Peter Wallner. Leur relation a rapidement évolué en quelque chose de plus profond et en 2001, ils ont décidé de se marier. Le couple travaillait ensemble dans cet hôtel renommé du comté et de l'extérieur, leur union semblait forte et harmonieuse. Malheureusement, les enquêteurs n'ont pas réussi à parler au mari de la disparue, car son emplacement restait inconnu. Pendant ce temps, le groupe de criminalistes restait perplexe. Si la femme était absente depuis 3 ans, où aurait-elle pu se trouver tout ce temps? Cette découverte a eu un impact considérable sur le cours de l'enquête. Les experts ont dû non seulement déterminer le lieu du crime, mais aussi l'endroit où les restes auraient pu se trouver après l'incident. S'ils avaient été laissés dans des conditions normales pendant 3 ans, le degré de dégradation aurait été bien plus significatif. Les experts ont supposé qu'une pièce fraîche pourrait avoir été utilisée.
À la recherche de nouveaux indices, les enquêteurs ont interrogé les résidents locaux. Un jour, ils entrèrent dans un magasin local et parlèrent avec le propriétaire. Il s'est avéré que le propriétaire connaissait bien Peter, un Allemand qui venait souvent dans le magasin. L'homme a raconté qu'il avait vu Peter pour la dernière fois, il y a environ 2 semaines. Lors de leur dernière conversation, Peter avait mentionné qu'il partait à l'étranger pour rendre visite à ses parents et avait proposé de lui vendre son congélateur. Le propriétaire a acheté le congélateur pour 20 livres et l'a donné à son frère qui possédait un autre magasin à proximité. Cependant, le frère n'a pas utilisé l'appareil en raison d'une odeur désagréable. À ce moment, les enquêteurs ont commencé à soupçonner que le congélateur pourrait être lié à la disparition de Mélanie. Les appareils de refroidissement ont été envoyés pour un examen approfondi par des spécialistes. Entre-temps, les enquêteurs ont examiné les journaux personnels de Mélanie, qui ont révélé un aspect inattendu de sa vie conjugale avec Peter. Il s'est avéré que Mélanie avait découvert l'affaire de son mari avec une étudiante et collègue pendant qu'ils travaillaient ensemble à l'hôtel. Elle était furieuse, mais Peter avait réussi à la convaincre qu'il avait réalisé son erreur et que cela ne se reproduirait plus. Mélanie avait décidé de lui donner une seconde chance. Supposant qu'ils avaient besoin de plus d'espace personnel, Mélanie a quitté l'hôtel. Cependant, Peter est rapidement retourné à son comportement antérieur et a commencé une relation avec une autre employée. Néanmoins, Mélanie exprimait dans ses journaux un profond attachement à son mari et la volonté de lutter par tous les moyens pour leur mariage. Les journaux ont aidé les enquêteurs à comprendre que le couple avait des difficultés. Mais Mélanie tentait de les surmonter et croyait en un avenir commun. Il était maintenant important de découvrir quand Mélanie avait été vue en bonne santé pour la dernière fois. Un ami se souvenait d'une rencontre il y a 3 ans, le 27 août 2006, lorsqu'ils avaient dîné dans un restaurant chinois et Mélanie avait payé l'addition avec un chèque. Pour déterminer la date exacte de l'incident, les experts ont mené une analyse spéciale. Ils ont examiné le contenu de l'estomac, qui cesse de se modifier une fois que les processus vitaux s'arrêtent. Les résultats ont montré des restes de nourriture chinoise, ce qui correspondait aux informations sur le dernier dîner de Mélanie, le 27 août 2006. Cette date est devenue clé dans l'enquête. Les enquêteurs ont fait des découvertes troublantes en examinant les preuves dans la maison de l'avenue Hamilton. Des traces appartenant à Mélanie ont été trouvées sous une couche de peinture sur le matelas. Leur nombre et leur disposition suggéraient que l'incident désagréable pourrait avoir eu lieu alors qu'elle était au lit, peut-être endormie ou dans un état d'impuissance. Les experts ont également trouvé des traces biologiques à l'intérieur du congélateur. Cela a mené à la supposition que l'appareil avait peut-être été détourné pour cacher quelque chose d'important pour l'enquête. Parallèlement, les enquêteurs ont tenté de découvrir où avait disparu le mari de Mélanie, Peter Wallner. Les voisins ont rapporté qu'il avait déménagé et chargé ses affaires dans un camion de location. Avant son départ, Peter avait demandé à un voisin de sortir la poubelle car il ne pourrait pas le faire à temps avant l'arrivée du camion à ordures. Les enquêteurs ont contacté la société qui avait fourni le camion et ont appris un détail intéressant. Il y a 2 semaines, une caméra avait capturé ce véhicule sur la route de Port Dover. Cela a mené à la supposition que Peter avait peut-être quitté le pays, mais son emplacement exact restait un mystère. Pour progresser dans la recherche, la police a décidé de faire appel aux médias. Selon les enquêteurs, c'était un moyen efficace d'attirer l'attention du public et d'informer sur la recherche de Peter. Et puis quelque chose d'inattendu s'est produit. Après une journée d'absence, Peter Wallner a lui-même pris contact avec les autorités judiciaires et a accepté de revenir en Grande-Bretagne pour un entretien avec les enquêteurs. À son arrivée à l'aéroport, il a été immédiatement arrêté en relation avec l'incident impliquant Mélanie. Le 11 juin 2009, Peter a partagé pour la première fois sa version des événements. Selon lui, un conflit avait éclaté tard dans la soirée du 27 août 2006.
La raison aurait été que Peter n'aidait pas dans le ménage et ne rangeait pas après lui. Et ensuite, il n'avait pas voulu donner la télécommande de la télévision. Mélanie aurait commencé à le pousser, ce à quoi il avait répondu en la repoussant pour mettre fin à la dispute. La situation s'est cependant encore aggravée. Peter a affirmé que Mélanie l'avait frappé à l'épaule avec un ustensile de cuisine auquel il avait réagi en lui donnant un coup dans le dos. Elle était tombée et s'était, selon ses dires, cogné la tête. Après cela, il avait ressenti une douleur aiguë à la jambe et avait remarqué des dommages à son jean. Dans les mains de Mélanie, il avait vu un objet pointu. Ensuite, Peter avait saisi une lourde poêle en fonte et l'avait frappée au visage. Après cela, Mélanie n'avait plus montré aucun signe de vie. Il est remarquable que pendant son récit, Peter restait calme et s'était même permis un sourire inapproprié, surtout lorsqu'il décrivait le moment où il utilisait l'ustensile de cuisine comme une arme. Après ce jour fatidique, Peter se trouvait dans une situation difficile. Indécis sur la manière de procéder, il décida de cacher l'événement. Le lendemain matin, il acheta un système de réfrigération. Il plaça Mélanie et déposa l'appareil dans la grange. Ensuite, il nettoya soigneusement la maison et s'efforça de ne laisser aucune trace de l'incident. Pour expliquer l'absence de Mélanie, Peter inventa une histoire sur sa maladie soudaine, début septembre. Il organisa même une cérémonie étrange. Il brûla du bois, recueillit les cendres dans une urne et se rendit chez les parents de Mélanie. Peter leur assura que le contenu de l'urne était tout ce qui restait de sa femme. Lors de la cérémonie d'adieu, il laissa même tomber son alliance dans l'urne pour donner plus de crédibilité à son histoire. Par la suite, Peter retourna sereinement au Royaume-Uni, croyant apparemment que le pire était derrière lui. Lorsque la vérité éclata enfin, Walnor avoua sa participation à la disparition de sa femme, mais insista sur le fait que c'était un accident et invoqua la légitime défense. Il pensait probablement que la charge la plus grave à laquelle il pourrait faire face serait celle de lésion corporelle par négligence. Cependant, Peter n'avait pas pris en compte que les enquêteurs disposaient des résultats d'une enquête approfondie sur toutes les circonstances de l'affaire. Ces données racontaient une toute autre histoire, qui ne correspondait pas à la version de Wallner d'un accident et de la légitime défense. L'enquête prit un tournant inattendu. À la veille de l'expiration de la période de détention, les enquêteurs présentèrent à Holner les résultats des expertises qui contredisaient ces déclarations. Selon les autorités judiciaires, Peter attendit que sa femme s'endorme. Il utilisa ensuite un objet lourd de cuisine qui laissa une trace au-dessus de l'œil gauche de Mélanie. Cela expliquait les dommages sur le masque à l'endroit correspondant. Quand Peter entendit ces suppositions, son comportement changea brusquement. Il devint plus irritable et moins maître de lui, interrompant fréquemment l'enquêteur et niant fermement sa participation à l'incident. Alors que l'interrogatoire de Peter se déroulait en Grande-Bretagne, une fouille minutieuse était menée à Malte dans sa maison. L'équipe d'enquête examina et documenta pendant plusieurs jours tous les objets potentiellement importants de l'appartement où Peter avait emménagé après l'incident. Pendant la fouille, les enquêteurs remarquèrent une boîte contenant divers enregistrements, factures et journaux d'appels téléphoniques. Peter Wallner se révéla très méticuleux dans la conservation de ces documents. Tout était soigneusement trié et listé par points. Les spécialistes analysèrent les enregistrements pour découvrir avec qui Peter avait communiqué dans les jours précédant l'incident avec Mélanie. L'examen des appels entrants et sortants conduisit à une découverte inattendue. Il semblait que Peter développait une relation avec une autre jeune femme qui travaillait également à l'hôtel. Le tragique incident avec Mélanie se produisit la veille de l'anniversaire de Peter, le 27 août. L'analyse des appels téléphoniques révéla que Peter avait réservé une table dans un restaurant pour le soir du 28. Ce jour-là, il commanda un taxi pour lui et sa compagne. Ils profitèrent du champagne et du dîner, après quoi
Ils se rendirent à l'appartement de Peter. Ils y passèrent la nuit, au même endroit où le malheur était arrivé avec sa femme la veille. Le procès de Peter Wallner commença en mai 2011. Peter persista sur la version de la légitime défense et affirma que Mélanie l'avait attaqué avec un objet pointu. Les circonstances dans lesquelles Mélanie fut trouvée à un endroit inapproprié avec un masque de sommeil sur les yeux contredisaient, cependant, ses déclarations. Il plaida coupable de lésions corporelles par négligence et d'obstruction à l'assistance adéquate à la victime. La différence entre une accusation de lésion corporelle intentionnelle et négligente était énorme en termes de peine. Dans le premier cas, cela signifiait une peine de prison à vie. Dans le second, seulement 1 ou 2 ans derrière les barreaux. Les enregistrements téléphoniques de Peter suggéraient une relation extra-conjugale. Les enquêteurs soupçonnaient que cela avait été le déclencheur du drame familial. Pour convaincre le jury de l'intentionnalité des actions de Peter Wallner, l'accusation présenta une poêle en fonte qui ressemblait à l'objet présumé de l'attaque. Un essai démontra qu'il aurait été très difficile pour une femme de non seulement la soulever, mais aussi de l'utiliser pour une attaque. Pour Peter, cependant, un ancien chef de cuisine familier avec ce type de matériel de cuisine, cela aurait été facile. L'élément de preuve le plus convaincant était cependant l'objet de sommeil trouvé sur les yeux de Mélanie, ce qui n'était en aucune façon compatible avec la version de la légitime défense. Pendant le procès, un objet inhabituel fut présenté aux jurés pour examen, un masque. Entre-temps, le procureur présenta les conclusions des enquêteurs. Selon leur rapport, des marques particulières furent découvertes sur le masque. Ces traces correspondèrent de manière étonnante à certaines blessures sur le visage de la victime et à la forme d'un ustensile de cuisine, suggérant que le masque était sur son visage au moment de l'incident fatidique. En outre, un matelas avec des traces pouvant être attribuées à Mélanie fut trouvé dans une pièce voisine. Ces faits suggéraient que la jeune femme était dans un état de repos lorsque Peter commit l'acte irréversible. Les enquêteurs conclurent également que les blessures que Peter prétendait avoir été infligées par Mélanie étaient en réalité le résultat de ses propres actions. La totalité des preuves présentées au tribunal s'avéra suffisante pour que le jury rende un verdict de culpabilité. En conséquence, Peter Wallner reçut la peine maximale, une peine de prison à vie sans possibilité de libération anticipée. Il doit désormais passer le reste de ses jours derrière les barreaux. Le voyage dans la pittoresque région du nord-ouest du Pacifique a été assombri par un événement troublant. Les services de secours ont reçu un appel d'une mère inquiète signalant la disparition de sa fille. Les autorités sont immédiatement intervenues. Elles ont lancé une vaste opération de recherche, ratissant soigneusement toute la zone environnante. Cependant, leurs efforts sont restés vains. Il n'y avait aucune trace de la jeune femme. Les enquêtes ont continué, mais le temps jouait contre l'enquête. La situation semblait désespérée jusqu'à ce qu'un témoin se présente à la police. Il a déclaré avoir vu la jeune femme disparue le jour de sa disparition en compagnie d'un homme inconnu. Cette déclaration a soulevé de nouvelles questions. Qui était cet homme et où pourrait-il avoir emmené Cindy Ellinger? Lakewood, dans l'État de Washington, était une petite ville entourée de forêts et de lacs. Son économie dépendait fortement de la base aérienne McCord située à proximité. 59 000 habitants la considéraient comme un endroit calme et agréable, où les enfants jouaient sans souci dans les rues et rendaient visite à leurs amis. Il semblait que tout le monde veillait les uns sur les autres. Cependant, en 1996, la ville a été confrontée à une série d'incidents qui ont même attiré l'attention des médias nationaux. L'atmosphère dans la ville a changé et les habitants sont devenus plus prudents. Le 4 juillet, la famille de Rhonda Franceschi se préparait aux célébrations de la fête de l'indépendance. Ils avaient une règle.
Quand la nuit tombait et que les lumières des fenêtres s'allumaient, les enfants rentraient immédiatement à la maison. Ce soir-là, les filles cadettes, Ashley et Brittany, sont rentrées. Mais l'aînée, Cindy, non. Cindy était allée jouer chez une amie de l'autre côté de la rue. Lorsque Rhonda est allée chercher sa fille, elle a découvert qu'il n'y avait personne dans la maison des voisins. Plus tard, il s'est avéré que la famille de l'amie avait quitté la ville. Rhonda a commencé à s'inquiéter, ne comprenant pas ce qui se passait. Lorsque la police est arrivée, l'un des agents a suggéré que Cindy avait peut-être quitté la maison d'elle-même. Rhonda a fermement rejeté cette théorie et a décrit sa fille comme obéissante, calme et responsable. Elle a raconté que Cindy rentrait toujours à la maison à l'heure où appelait. Malgré les recherches qui ont duré toute la nuit, Cindy n'a pas été retrouvée. Cet incident a ébranlé non seulement la famille, mais toute la ville de Lakewood. Le lendemain matin, les enquêteurs du comté de Pierce, Rick Adamson et Teresa Berg, se sont joints aux recherches. Ils étaient alors conscients que le temps jouait contre eux. La mère de Cindy a décrit les vêtements de sa fille, une robe bleu marine avec un motif floral et une bordure blanche. Cynthia Fajarda a coordonné les efforts de recherche et fourni les ressources nécessaires. La zone de recherche était vaste. Propriétés privées, immeubles résidentiels, installations industrielles et anciennes fermes. Les policiers et les volontaires ont fouillé les ruisseaux, les broussailles, les canaux souterrains, les bennes à ordures et les véhicules abandonnés. Teresa Berg a décidé de parler personnellement avec la mère de Cindy. Elle a été surprise par le calme de Rhonda. D'habitude, les parents dans de telles situations montrent une grande inquiétude. Rhonda a raconté qu'elle s'était séparée du père de Cindy, qui purgeait une peine de prison au Nevada pour possession de substances interdites. Pendant la conversation, Rhonda s'est comportée de manière étrange. Elle se promenait dans les pièces et faisait la poussière, mais ne pouvait pas se souvenir exactement de la dernière fois qu'elle avait vu sa fille. Cela a rendu Teresa méfiante, et elle a suggéré à Rhonda de passer un test au détecteur de mensonges. Les résultats du test étaient ambigus. Lorsqu'on a demandé à Rhonda si la disparition de sa fille l'inquiétait, le polygraphe a indiqué une réponse négative. Un tel résultat pouvait être un mensonge, la vérité ou quelque chose d'indéterminé, ce qui ne permettait pas de tirer des conclusions claires. Pendant l'enquête, Derek Blackwell, le petit ami de Rhonda, a fait irruption de manière inattendue au poste de police. Il a commencé à crier sur toutes les personnes présentes, y compris Rhonda et les policiers. Les agents ont immédiatement remarqué que Derek essayait de se faire remarquer. Il se vantait de connaître des unités spéciales, menaçait de les contacter et prétendait que la police était incompétente. Derek avait manifestement du mal à contrôler sa colère. Son comportement grossier et ses tentatives d'intimider les policiers ont éveillé les soupçons. Une théorie suggérait que Derek pourrait avoir blessé Cindy et être impliqué dans sa disparition. En examinant le passé de Derek, les enquêteurs ont découvert qu'il avait rencontré Rhonda il y a un peu plus d'1 an. Derek s'est avéré être une personne très vaniteuse qui aimait attirer l'attention. Peu de temps avant la disparition de Cindy, il avait accepté un emploi à temps partiel sur le chemin de fer. Derek buvait beaucoup, vivait séparé et semblait peu se soucier de Rhonda et de ses enfants, pensant principalement à son propre intérêt. Les enquêteurs ont convoqué Blackwell pour un interrogatoire et lui ont demandé où il se trouvait le 4 juillet. Derek a affirmé avoir passé la matinée avec Rhonda et les filles et être allé travailler à 3 heures de l'après-midi. Il n'a pas été exclu en tant que suspect, car l'heure exacte de la disparition de Cindy restait inconnue. Rhonda ne se souvenait pas de la dernière fois qu'elle avait vu sa fille, ce qui compliquait la vérification de l'alibi. Blackwell a accepté de passer un test de détecteur de mensonges. À la surprise des enquêteurs, il a réussi le test. Malgré son caractère égoïste, la police n'a trouvé aucun motif pour l'inculper.
À la recherche de nouveaux indices, les enquêteurs ont décidé de parler avec Ashley, la sœur cadette de Cindy. Teresa Berg a parcouru le quartier avec la fille. Ashley a montré les maisons de ses amis et les endroits où elle avait joué avec sa sœur. À la fin du bloc, elle a indiqué une petite maison entourée d'arbres et l'a appelée la maison de son ami Russ. Teresa a été surprise d'apprendre que Russ était un adulte. Ce fait a alarmé les enquêteurs. Ils ont interrogé Rhonda à propos de cet homme et ont découvert que son vrai nom était Guy Rasmussen, un musicien local. Rhonda désapprouvait la relation de Cindy avec lui et avait interdit à sa fille de le visiter. Les enquêteurs ont suspecté que le jour de sa disparition, Cindy pourrait avoir désobéi à l'interdiction de sa mère et rendu visite à Russ, étant donné son caractère sociable. Les enquêteurs se rendirent chez Rasmussen, mais ne le trouvèrent pas. Ils parlèrent à une femme qui était chez lui et elle expliqua qu'elle ne connaissait pas Cindy et que Russ était parti à un festival il y a quelques jours et n'était pas encore revenu. Ensuite, des chiens pisteurs furent amenés à la maison dans l'espoir de trouver une piste. Cependant, les animaux ne trouvèrent rien. 2 jours s'étaient déjà écoulés, mais Cindy n'avait toujours pas été retrouvée. La police lança une campagne à grande échelle. Des photos de Cindy furent placardées dans toute la ville et une récompense de $10 000 fut offerte pour toute information la concernant. Ils espéraient que ces mesures aideraient les gens à voir Cindy comme une vraie personne et les inciteraient à agir. Les enquêteurs comptaient sur le fait que quelqu'un leur fournirait des informations utiles. Le temps passait, mais la recherche restait infructueuse. Tout le monde savait que les chances de retrouver Cindy diminuaient. Les enquêteurs devaient sans cesse se rappeler que tout n'était pas encore perdu. Ils élargirent la zone de recherche, mais cela n'apporta que de la déception. Malgré des heures d'effort, Cindy ne fut pas retrouvée. Ensuite, une théorie émergea selon laquelle un étranger, inconnu dans la région, pourrait être impliqué dans la disparition. Une fouille minutieuse de toute la zone commença. Les policiers parlèrent aux habitants des maisons et des complexes résidentiels, frappant à chaque porte. Ils posèrent à tous les mêmes questions. Si quelqu'un les avait visités la semaine dernière, ou si peut-être quelqu'un était parti récemment de manière inattendue. Ensuite, les enquêteurs vérifièrent sur la base de données et découvrirent que plusieurs personnes ayant un certain passé criminel vivaient dans la région. Ils consacrèrent beaucoup de temps à interroger chacun des noms de la longue liste. Beaucoup coopérèrent. Ils permirent que leur maison soit fouillée, fournirent des alibis et répondirent aux questions. Cependant, aucun suspect potentiel ne fut identifié. Le groupe de recherche explora la région de Lakewood pendant 10 jours. Après cela, les recherches officielles pour retrouver Cindy furent terminées. Mais même après la fin des recherches organisées, de nombreux habitants, en traversant la zone boisée, s'arrêtaient, sortaient de leur voiture et regardaient autour d'eux, espérant trouver quelque chose qu'ils auraient pu manquer auparavant. C'était une impulsion naturelle. Ils ne voulaient pas abandonner tant qu'ils n'avaient pas retrouvé Cindy. 2 semaines après la disparition de Cindy Elliger à Lakewood, Washington, un policier en congé a signalé une découverte inquiétante dans un champ près de l'autoroute. Teresa Berg a reçu l'appel avec cette nouvelle alors qu'elle rentrait chez elle. Elle sentit que ses efforts n'avaient pas porté leurs fruits. Cindy ne reviendrait pas. Mais Teresa devait mettre ses sentiments de côté et se concentrer sur la collecte de preuves. Elle fit demi-tour et retourna à Lakewood. Le lieu de la découverte se trouvait dans un terrain vague où les gens jetaient leurs déchets. La robe correspondait à la description de la photo. Cindy présentait des signes de violence physique et d'autres actes illégaux. Les enquêteurs ont remarqué 3 petites brûlures sur l'une de ses extrémités. Cela pourrait indiquer que le suspect fume, mais cela montrait aussi son extrême cruauté. Il était clair que l'agresseur ne pensait qu'à lui-même et ne montrait aucune compassion pour les autres. Les enquêteurs ont compris
qu'ils avaient affaire à une personne très dangereuse, poussée par des désirs du moment. Ils ont réalisé que de telles personnes arrêtent rarement leurs actes et que leurs actions peuvent devenir de plus en plus agressives. Les officiers savaient qu'ils étaient face à un individu extrêmement dangereux, capable de commettre d'autres crimes. Les enquêteurs ont examiné minutieusement la scène du crime, mais n'ont pas pu trouver de preuves significatives. Ils n'ont pas pu déterminer si le malheur s'était produit là ou si Cindy y avait été amenée plus tard. Cette zone faisait partie de la zone de recherche, ce qui a inquiété les enquêteurs. Cependant, les preuves étaient enveloppées dans un tapis au milieu de nombreux déchets, ce qui rendait leur découverte difficile. Même des chiens spécialement formés n'ont pas pu aider. En 1996, des chiens entraînés pour retrouver des personnes vivantes ont été utilisés. Plus tard, des chiens capables de détecter d'autres odeurs ont été amenés dans l'espoir de trouver une piste. L'un d'eux a aperçu quelque chose et a conduit à un trou dans la clôture de l'autoroute, puis à une cabine téléphonique près d'un magasin non loin de la scène du crime. On a soupçonné qu'un inconnu avait pu appeler de là, mais aucune empreinte digitale n'a été trouvée. Les enquêteurs ont dû annoncer la nouvelle à la mère de Cindy. Rhonda a parlé d'un choc intense et de larmes sans fin. Elle ne pouvait pas comprendre comment une telle chose pouvait se produire dans sa ville paisible de Lakewood, où cela n'était jamais arrivé auparavant. L'enquête a révélé que Cindy a été blessée peu après sa disparition, le 4 juillet. Les experts n'ont trouvé aucune trace étrangère sous les ongles de Cindy, ce qui indiquait la soudaineté de l'événement. L'agresseur a été particulièrement impitoyable avec elle. Les agents de police ne pouvaient pas comprendre les motivations d'un acte aussi odieux. Malgré les difficultés pour trouver des preuves en raison du temps écoulé, tout le monde comprenait la nécessité de trouver le coupable afin d'éviter la répétition de la tragédie avec d'autres personnes. Après la découverte de preuves, les enquêteurs ont été submergés d'informations, environ 500 indices. Les téléphones ne cessaient de sonner, mais il n'était pas clair quelle direction privilégier. Finalement, les enquêteurs ont décidé de se fier à leur intuition et à leurs propres soupçons. De manière inattendue, un témoin inhabituel est apparu. Le 4 juillet, un petit enfant a remarqué Cindy marchant avec un grand homme blanc près du lieu du crime. L'homme a été décrit comme très mince, échevelé, avec une moustache et une petite barbe, vêtu d'un t-shirt et d'un short en jean. Bientôt, un autre témoin, un résident de l'immeuble voisin, s'est manifesté. Alors qu'il faisait un barbecue sur son balcon, il a vu un grand homme blanc se déplacer avec Cindy, vêtu d'une robe fleurie, en direction de la forêt. Leur retour n'a cependant pas été observé. Selon le témoin, l'homme avait les cheveux longs et échevelés, rappelant la coiffure de Guy Rasmussen, un voisin avec qui Cindy, selon sa sœur Ashley, était amie. Rasmussen était sans emploi et passionné de musique, bien que ses talents de batteur soient là un médiocre. Cindy et Ashley étaient incurieuses quand elles l'entendaient s'entraîner. Les enfants allaient souvent chez lui pour le regarder jouer. Pour eux, il était le type cool du monde du rock'n'roll. Ashley a raconté plus tard que Rasmussen se comportait comme un grand frère jouant dans un groupe de rock. Il était amical, bien que peu bavard, et s'intéressait à leur passe-temps. Selon Ashley, il était évident que Rasmussen accordait plus d'attention à Cindy et essayait de passer plus de temps avec elle. Les enquêteurs soupçonnaient que Cindy cherchait peut-être en Rasmussen un substitut à son père absent. Elle s'était attachée à un adulte qui lui prêtait attention. L'examen du passé de Rasmussen a révélé un fait troublant. Il y a 7 ans, il a été impliqué dans un incident avec une fille de 10 ans sur un vélo. Cependant, il n'a pas pu être condamné faute de preuves, car d'autres motifs n'ont pas pu être prouvés. Il n'a pas été inscrit sur des listes spéciales en raison du manque de preuves.
Ces révélations ont fait voir Rasmussen sous un nouveau jour aux enquêteurs. Ils ont commencé à soupçonner que l'homme qu'ils considéraient comme l'ami de Cindy pourrait être un criminel dangereux qui gagnait la confiance des enfants avec des intentions malhonnêtes. Les enquêteurs ont obtenu un mandat de perquisition et sont arrivés à la maison du suspect. Rasmussen était à la maison. Il donnait l'impression d'être une personne intelligente et charmante, avec qui il était facile de converser. La maison était en désordre. Teresa Berg a découvert dans la salle de bain, qui servait apparemment de débarras, des vêtements ressemblant à ceux décrits par les témoins. Sur les chaussettes, on trouvait des traces d'herbes et de graines, ce qui pourrait indiquer une promenade dans un champ. Les enquêteurs ont informé Rasmussen des témoins qu'il avait vus le 4 juillet avec une personne. Il a nié cela et a affirmé qu'il était allé avec un ami à un festival de musique. L'ami a confirmé le voyage, mais ne se souvenait pas de l'heure exacte du départ. En examinant le passé du suspect, les enquêteurs ont appris sa possible implication dans 2 affaires non résolues dans sa ville natale. Dans 2 incidents, ses camarades de classe étaient impliqués. L'une a disparu sans laisser de traces, l'autre a été retrouvée plus tard. Rasmussen a été interrogé, mais aucune preuve de sa culpabilité n'a été trouvée. Les enquêteurs ont remarqué des similitudes dans le modus operandi de l'agresseur et ont soupçonné qu'il était passé de victimes plus âgées à des personnes plus jeunes qui offriraient moins de résistance. Ils ont particulièrement attiré l'attention sur les détails d'une des affaires précédentes, qui semblaient similaires aux enquêtes actuelles. Les enquêteurs ont conclu qu'ils avaient affaire à une personne dangereuse qui avait tendance à répéter ses actions. Ils ont reconnu l'importance de l'arrêter pour prévenir d'éventuels incidents futurs. Les enquêteurs espèrent trouver des preuves sur les vêtements de Rasmussen qui le relieraient à la disparition de Cindy. L'homme est surveillé pour prévenir une éventuelle fuite ou d'autres incidents. Rasmussen n'apprécie pas l'attention constante de la police et décide de passer à la radio locale. Il affirme être poursuivi à cause d'un malentendu ancien avec une cycliste. Les enquêteurs qui écoutent cette émission ne croient non pas Rasmussen. Cependant, ils ont maintenant la possibilité de vérifier ces déclarations. Sachant que la pression directe ne donnera aucun résultat, ils décident d'agir plus doucement. Ils demandent à Rasmussen de parler en détail de ses activités le jour de la disparition de Cindy. L'homme accepte volontiers. Il raconte qu'il a marché depuis Lakewood le long de l'autoroute, qu'il est arrivé à un magasin, a appelé un ami depuis une cabine téléphonique et lui a demandé de venir le chercher. Cette information surprend les enquêteurs, car la piste trouvée par le chien de recherche menait précisément à cette cabine téléphonique. Les enquêteurs reconstituent tout l'itinéraire de Rasmussen et lui demandent s'il est entré dans la décharge où Cindy a été retrouvée. Il le nie. Puis, l'enquêtrice Berg comprend que la clé de la résolution se trouve peut-être dans les détails de l'environnement. L'endroit où Cindy a été retrouvée se situe au milieu d'un champ. En marchant à cet endroit, des graines et des fragments de plantes s'accrochent inévitablement aux vêtements. Les experts recueillent des échantillons de plantes du champ et les comparent à celles trouvées sur les chaussettes du suspect. Le technicien en criminologie découvre des traces de plus de 12 espèces de plantes sur les chaussettes de Rasmussen. Aucune d'elles ne pousse là où l'homme est censé avoir marché. Cependant, elles sont toutes typiques du champ où Cindy a été retrouvée. Ainsi, les enquêteurs peuvent prouver que Rasmussen était à cet endroit, malgré ses dénégations. Le laboratoire de criminalistique de l'État a livré les résultats de l'analyse des preuves trouvées dans le champ. Les experts ont découvert des traces biologiques appartenant à Cindy Ellinger et Rasmussen. Ces données sont devenues la preuve clé de l'enquête. Guy Rasmussen a été arrêté pendant un concert. Lorsqu'il a été placé dans la voiture de police et menotté, il a émis un son étrange ressemblant à un grognement animal. Les enquêteurs ont minutieusement recueilli et analysé des preuves pendant 4 mois.
Ils ont conclu que l'incident n'avait pas été planifié à l'avance et ont reconstitué la chronologie des événements du 4 juillet 1996 à Lakewood, Washington. Selon les enquêteurs, Cindy a rencontré Rasmussen dans la rue. Il lui aurait proposé de se promener dans la forêt. L'innocente Cindy a accepté. Plus tard, ils se sont retrouvés dans un champ où le crime a eu lieu. Rhonda, la mère de Cindy, se demandait souvent après l'incident pourquoi l'agresseur ne l'avait pas choisie, elle, à la place de sa fille. Elle a dit qu'elle aurait préféré être elle-même dans ce champ, si cela avait signifié que sa fille serait restée à la maison ce jour-là. En mars 1999, le tribunal a déclaré Guy Rasmussen coupable du crime contre Cindy Ellinger. Il a été condamné à la réclusion à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle. Rasmussen est également suspecté d'être lié à 2 affaires non résolues.